terrorisme ne respecte plus rien. Avant de revenir sur la nuit du 5 septembre 1972, il faut comprendre dans quel climat ces Jeux Olympiques ont eu lieu. Parce que rien n'arrive par hasard. Et surtout pas un acte de cette ampleur. Vers le 26 août, les 20e Jeux Olympiques à Munich s'annonçaient sous les plus heureux auspices et bénéficiaient de l'incomparable organisation allemande. À l'arrivée de la flamme olympique, en présence de Willy Brandt, le chancelier fédéral allemand, c'est le traditionnel défilé des athlètes devant des milliers de connaisseurs attentifs. Munich, été 1972. L'Allemagne de l'Ouest organise les Jeux Olympiques d'été. Un événement immense, 121 pays représentés, plus de 7000 athlètes, et surtout, une occasion historique de changer l'image du pays. Parce que 36 ans plus tôt, en 1936, c'était l'Allemagne nazie qui organisait les Jeux de Berlin sous les ordres d'Hitler. Une démonstration de propagande. En 1972, la République fédérale d'Allemagne veut au contraire montrer un nouveau visage, moderne, pacifique et démocratique. Le slogan de ces jeux d'ailleurs c'est « Les Jeux joyeux ». On interdit même les armes visibles dans les mains des policiers pour ne pas rappeler les images du passé. On veut que ce soit léger, festif, une bulle hors du monde. Sauf que dehors, la réalité est toute sauf joyeuse. Le monde, en 1972, est une poudrière. La guerre du Vietnam fait rage, la guerre froide est partout, URSS contre États-Unis, le monde est divisé en deux blocs. Et surtout, il y a un conflit qui déchire le Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien. Depuis la création de l'État d'Israël, en 1948, les tensions avec les pays arabes sont constantes. En 1967, la guerre des 6 jours a laissé des cicatrices profondes. Israël occupe la Cisjordanie, Gaza, le Golan et Jérusalem-Est. Et côté palestinien, la colère monte. Une partie des Palestiniens choisissent la voie diplomatique, une autre, la voie armée. C'est dans ce climat qu'un groupe radical fait parler de lui, Septembre Noir, une branche dissidente du Fatah, le mouvement dirigé par Yasser Arafat. Je m'excuse d'avance pour toutes les prononciations dans cette vidéo qui peuvent parfois peut-être être écorchées. Leur nom, Septembre Noir, fait référence à un événement tragique. En 1970, en Jordanie, l'armée du roi Hussein a violemment réprimé les fédayines palestiniens. On parle de milliers de morts. Pour ces militants, c'est un traumatisme et une déclaration de guerre. Leur objectif, attirer l'œil du monde entier sur la cause palestinienne. Et pour cela, ils vont viser ce qui est de plus symbolique, le plus visible, les Jeux Olympiques de Munich. Ce qui rend l'attentat possible, c'est aussi une erreur de jugement tragique. Le village olympique à Munich a été pensé comme un espace ouvert, libre. Il n'y a pas de clôture renforcée, pas de vérification systématique. On veut à tout prix éviter de créer un climat militarisé. Résultat, les athlètes circulent librement, les journalistes aussi, et les contrôles sont quasiment inexistants. Il suffit d'une échelle pour entrer dans le village. Et c'est exactement ce que vont faire 8 hommes à l'aube du 5 septembre. Le 5 septembre 1972, à 4h30 du matin. Munich dort encore, le village olympique est silencieux. Dans l'appartement 31, les membres de la délégation Israël aussi sont couchés. Dans quelques heures, certains d'entre eux doivent aller s'entraîner. Ils ne savent pas que leur vie va basculer. 4h31, 8 hommes franchissent la clôture qui entoure le village olympique. Habillés en sportifs, sacs de sport sur le dos, à l'intérieur des mitraillettes, des grenades, des pistolets, des munitions. Ils ne sont pas seuls. À ce moment-là, d'autres athlètes rentrent d'une fête. En les voyant grimper, ils croient à une simple blague. Ils leur donnent même un coup de main. Sans le savoir, ils viennent d'aider les hommes de Septembre Noir à pénétrer dans le village. « 4h35, l'attaque commence. Les 8 terroristes avancent en silence. Ils savent exactement où ils vont, bâtiment 31, rez-de-chaussée.
Les appartements 1 et 3, ceux des Israéliens. Ils forcent les portes, à l'intérieur, c'est la panique. Certains athlètes tentent de résister, d'autres se battent à main nue. 2 sont tués sur le champ. Moshe Weinberg, l'entraîneur de lutte, et Yosef Romano, haltérophile, blessés, torturés, puis abattus. Leurs corps seront laissés à la vue des otages survivants pendant toute la durée de la prise d'otages. Les 9 autres membres de la délégation israélienne sont maîtrisés, ligotés. Rassemblés dans une pièce, les hommes de Septembre Noir installent leur position. Ils ont pris possession du bâtiment, ils brandissent leurs armes depuis les balcons, ils sont cagoulés, la scène est irréelle. À 5h du matin, le monde commence à se réveiller. La police est alertée, la télévision allemande interrompt ses programmes. Septembre Noir envoie ses revendications. Ils exigent la libération de 234 prisonniers palestiniens détenus en Israël et de 2 militants allemands d'extrême gauche détenus à Stuttgart. Ils donnent un ultimatum et menacent d'exécuter les otages un par un si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Le monde découvre l'horreur en direct. Très vite, les caméras s'installent, les télévisions filment en continu, le monde entier découvre en temps réel une prise d'otages terroristes en pleine fête olympique. On voit les terroristes en direct, on voit les policiers, on voit les otages qu'on devine à travers les rideaux, mais ce que personne ne comprend encore, c'est que cette situation va durer 17 heures. La négociation débute. Les autorités allemandes sont prises de court. Ils n'ont ni force d'élite, ni protocole antiterroriste, ils improvisent et surtout ils espèrent gagner du temps. Le chancelier allemand Willy Brandt et la première ministre israélienne Golda Meir sont mis au courant. Cette dernière est catégorique, nous ne négocions pas avec les terroristes, mais pour l'instant tout est bloqué. Les terroristes s'enferment, la tension monte. Arrivé à un moment, plusieurs athlètes israéliens tentent de s'échapper. Certains y parviennent en sautant par la fenêtre ou en se cachant. Mais une chose va choquer le monde entier. Les autorités allemandes avaient refusé de poster des policiers armés à l'intérieur du village pour préserver l'image pacifique des Jeux, je vous le disais. Résultat, les terroristes sont en position de force. À 10h du matin, une tentative d'assaut échoue. On évite le drame, mais les autorités comprennent que la situation leur échappe complètement. À la fin de l'après-midi, les preneurs d'otages acceptent une solution de repli. Ils demandent à être exfiltrés vers l'aéroport avec les otages pour rejoindre le Caire, en Égypte. Les Allemands acceptent, mais préparent un piège. Ils décident de tendre une embuscade à l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck. Ce sera le début du dernier acte parce que personne ne le sait encore, cette nuit va se terminer dans le sang. Il est 17h, après plus de 12 heures de négociations, un accord semble trouvé. Les terroristes de Septembre Noir acceptent de quitter l'Allemagne. Ils demandent un avion pour le Caire. En échange, ils promettent de relâcher les otages à l'arrivée. L'Allemagne accepte, mais c'est un piège. Les autorités allemandes n'ont jamais eu l'intention de les laisser partir. Elles mettent en place une opération de sauvetage à haut risque, sur la base aérienne militaire de Fürstenfeldbruck, à une trentaine de kilomètres de Munich. Le plan est simple sur le papier. Une fausse équipe de pilotes est postée dans l'avion, sur le tarmac, 5 tireurs d'élite sont placés discrètement. L'idée, neutraliser les terroristes dès leur arrivée. Mais en réalité, rien n'est prêt. Les policiers postés dans l'avion refusent leur mission à la dernière minute, ils quittent discrètement l'appareil, personne ne les remplace. Les tireurs d'élite, eux, ne sont ni entraînés, ni équipés pour une telle mission. Pas de communication entre eux, pas de lunettes de vision nocturne, pas de plan B. On s'apprête à livrer une bataille de haute intensité avec une organisation de kermesse. À 22h30, 2 hélicoptères atterrissent sur la base. À bord, les 9 otages israéliens ligotés sous la menace des 8 terroristes. 2 d'entre eux montent à bord de l'avion vide, censé les emmener au Caire. Ils réalisent que c'est un piège. Ils sortent paniqués, l'un crie, l'autre court. À ce moment-là, les tireurs d'élite allemands ouvrent le feu. C'est le début d'un échange de tirs chaotique. L'assaut tourne au massacre, les balles fusent, la confusion est totale, les terroristes se replient autour des hélicoptères, ils ripostent avec des armes automatiques et une grenade. L'un des terroristes, voyant qu'ils sont cernés, dégaine une grenade, je vous le disais, et la jette dans un hélicoptère, où 5 otages sont attachés à leur siège. Ils sont tués sur le coup, brûlés vifs. Dans l'autre hélicoptère, l'un des terroristes ouvre le feu à bout portant sur les 4 derniers otages. Aucun n'en sort vivant. L'opération dure près d'1 heure. Quand elle prend fin, le bilan est catastrophique. Les 9 otages israéliens sont tous morts. 5 des 8 terroristes sont abattus, 3 sont capturés vivants. Un policier allemand a également été tué, plusieurs autres sont blessés, un des tireurs d'élite a tiré 47 balles sans toucher sa cible.
Le gouvernement allemand, sous le choc, parle d'un échec, mais il faudra attendre des années pour mesurer l'ampleur des fautes commises ce soir-là. À 3 heures du matin, un porte-parole officiel visiblement mal informé annonce à la presse que tous les otages sont sains et saufs. Quelques minutes plus tard, l'information est corrigée et le monde découvre l'horreur. 11 membres de la délégation israélienne ont été assassinés en pleine fête olympique et en direct. Le 6 septembre au matin, une cérémonie est organisée dans le stade olympique. 80 000 personnes se lèvent pour observer une minute de silence. Avery Brundage, président du comité international olympique, prononce un discours froid, presque technique, et décide que les Jeux reprendront. Il dira cette phrase restée tristement célèbre: « Les Jeux doivent continuer. The Games must go on. » Ce jour-là, beaucoup ont vu un cynisme glaçant, comme si les morts n'avaient jamais existé. La fête est terminée, le monde vient d'entrer dans une nouvelle ère, celle du terrorisme médiatisé, celle de la peur en Mondovision. Le 7 septembre 1972, les cercueils des 11 athlètes israéliens sont rapatriés à Tel Aviv. Une cérémonie officielle a lieu sur le tarmac. Golda Meir, la première ministre, est présente. En Israël, c'est un choc. L'émotion est immense, la nation est en deuil. L'humiliation aussi est profonde. 11 citoyens israéliens tués à l'étranger sans défense. Et en plus de ça, devant les caméras du monde entier sans que personne ne les ait sauvés. Golda Meir ne le dira pas tout de suite, mais sa décision est prise. Quelques semaines plus tard, les services secrets israéliens reçoivent un ordre clair: retrouver et éliminer tous les responsables directs ou indirects du massacre de Munich. C'est le lancement de l'opération Colère de Dieu. Le Mossad entre alors dans une traque longue, secrète et ciblée. Dans toute l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, il localise les membres de Septembre Noir un à un. Certains sont abattus dans la rue, d'autres meurent dans des explosions, empoisonnés ou piégés par des colis. Aucun procès, aucune arrestation publique, juste des morts silencieuses, une à une, pendant près de 20 ans. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En 1973, au Lillehammer, en Norvège, des agents du Mossad tuent par erreur un serveur marocain qu'ils ont pris pour un cadre de Septembre Noir. C'est une bavure, les agents sont arrêtés, l'opération est suspendue temporairement, mais Israël ne renonce pas. Le message est clair, aucun crime contre le peuple israélien ne restera impuni, même au prix de l'ombre. Pendant ce temps, en Allemagne, les critiques pleuvent. Pourquoi n'y avait-il aucun plan antiterroriste? Pourquoi les policiers n'étaient-ils ni formés ni équipés? Pourquoi avoir organisé un assaut aussi mal préparé? Et surtout, pourquoi avoir repris les Jeux aussi rapidement, comme si rien ne s'était passé? L'Allemagne ne répondra que par silence. Pire, en 1972, aucune enquête publique n'est menée. Les documents sont classés et les erreurs enterrées. Les familles des victimes israéliennes sont sidérées. Aucun soutien réel, aucune compensation, aucune reconnaissance de la responsabilité allemande. Il faudra attendre des décennies pour que la vérité sorte. En 2012, des documents secrets révèlent que les autorités allemandes avaient été alertées, mais n'ont rien fait. En 2022, soit 50 ans plus tard, l'Allemagne reconnaît officiellement sa responsabilité et verse 28 millions d'euros d'indemnité aux familles. 50 ans d'attente pour obtenir justice, ou du moins ce qui s'en rapproche. Et ce n'est pas tout, je vous le disais, sur les 8 terroristes, 3 ont été capturés vivants lors de l'assaut raté de Fürstenfeldbruck. On aurait pu s'attendre à un procès, une condamnation exemplaire, mais non. Un mois plus tard, un avion de la Lufthansa est détourné par un autre commando palestinien. En échange des passagers, les 3 terroristes sont libérés. Ils seront accueillis en héros à Tripoli, en Libye, et ne seront jamais inquiétés. Pendant longtemps, le drame de Munich a été mis de côté. Les Jeux Olympiques, le CIO, les autorités allemandes, tout le monde voulait oublier. Il a fallu des décennies de combats de la part des familles pour que les victimes soient nommées, honorées, et que cette page noire ne soit plus ignorée. Ce n'est qu'en 2021, à Tokyo, qu'une minute de silence a enfin été observée lors d'une cérémonie d'ouverture olympique. Et tout cela pour Munich, presque 50 ans après. Le massacre de Munich a marqué un tournant. Il a révélé l'impuissance des États face à un nouveau type de menace, le terrorisme médiatique, brutal et spectaculaire. Il a aussi révélé la lâcheté, les erreurs politiques, les petits arrangements diplomatiques et le prix terrible payé par 11 innocents. À partir de là, plus rien ne sera jamais comme avant.
Le 5 septembre 1972, en quelques heures, le sport est devenu politique, la fête est devenue deuil, l'olympisme a perdu son innocence. Ce jour-là, l'histoire a basculé dans une nouvelle ère, celle du terrorisme globalisé, calculé, mis en scène, tout ça devant les caméras. Munich 72, ce n'est pas seulement une tragédie, c'est un point de rupture. C'est l'histoire d'un monde impuissant, d'un monde qui savait et qui n'a pas voulu voir venir. Souviens-toi de leurs noms, pas seulement de leur nombre. David Berger, Zeev Friedman, Josef Gunfreud, Eliezer Alfin, Josef Romano, Amitsur Shapira, Kehat Sor, Mark Slavin, André Spitzer, Yakov Springer, Moshe Weinberg. 11 hommes, 11 histoires, 11 vies brisées dans un hélicoptère en feu. Qu'ils soient israéliens, palestiniens, congolais, français, belges, espagnols, américains, chinois, peu importe. Aujourd'hui encore, le terrorisme existe toujours, l'antisémitisme aussi, et le sport n'est pas épargné. Encore aujourd'hui, autour des terrains ou sur les terrains, le racisme existe. Munich devrait être une alerte permanente, une mémoire vive, pas un souvenir poussiéreux. Parce qu'oublier, ce serait laisser faire encore une fois. Munich 72, ce n'est pas seulement une page d'histoire, c'est une cicatrice, une blessure encore ouverte et une responsabilité pour nous tous.